Il est temps de dire ici quel revirement de l'opinion s'était produit dans le Royaume-Uni quand on apprit l'arrestation du vrai voleur de la banque, un certain James Strand, qui avait eu lieu le 17 décembre à Édimbourg. 3 jours avant, Phileas Fogg était un criminel que la police poursuivait à outrance, et maintenant, c'était le plus honnête gentleman qui accomplissait mathématiquement son excentrique voyage autour du monde. Quel effet, quel bruit dans les journaux! Tous les parieurs, pour ou contre, qui avaient déjà oublié cette affaire, ressuscitèrent comme par magie. Toutes les transactions redevenaient valables. Tous les engagements revivaient et, il faut le dire, les paris reprirent avec une nouvelle énergie. Le nom de Phileas Fogg fit de nouveau prime sur le marché. Les 5 collègues du gentleman au Reform Club passèrent ces 3 jours dans une certaine inquiétude. Ce Phileas Fogg qu'ils avaient oublié reparaissait à leurs yeux. Où était-il en ce moment? Le 17 décembre, jour où James Strand fut arrêté, il y avait 76 jours que Phileas Fogg était parti, et pas une nouvelle de lui. Avait-il succombé? Avait-il renoncé à la lutte, ou continuait-il sa marche suivant l'itinéraire convenu? Et le 21 décembre, à 8h45 du soir, allait-il apparaître comme le dieu de l'exactitude sur le seuil du salon du Reform Club? Il faut renoncer à peindre l'anxiété dans laquelle, pendant 3 jours, vécut tout ce monde de la société anglaise. On lança des dépêches en Amérique, en Asie, pour avoir des nouvelles de Phileas Fogg. On envoya matin et soir observer la maison de Savile Row. Rien. La police elle-même ne savait plus ce qu'était devenu le détective Fix qui s'était si malencontreusement jeté sur une fausse piste. Ce qui n'empêcha pas les paris de s'engager de nouveau sur une plus vaste échelle. Phileas Fogg, comme un cheval de course, arrivait au dernier tournant. On ne le cotait plus à 100, mais à 20, mais à 10, mais à 5, et le vieux paralytique, Lord Albermale, le prenait, lui, à égalité. Aussi, le samedi soir, y avait-il foule dans Pall Mall et dans les rues voisines. On eût dit un immense attroupement de courtiers établis en permanence aux abords du Reform Club. La circulation était empêchée. On discutait, on disputait, on criait les cours du Phileas Fogg comme ceux des fonds anglais. Les policemen avaient beaucoup de peine à contenir le populaire, et, à mesure que s'avançait l'heure à laquelle devait arriver Phileas Fogg, l'émotion prenait des proportions invraisemblables. Ce soir-là, les 5 collègues du gentleman étaient réunis depuis 9 heures dans le grand salon du Reform Club. Les 2 banquiers, John Sullivan et Samuel Fallentin, l'ingénieur Andrew Stuart, Gauthier Rolfe, administrateur de la Banque d'Angleterre, le brasseur Thomas Flanagan, tous attendaient avec anxiété. Au moment où l'horloge du grand salon marqua 8h25, Andrew Stuart, se levant, dit « Messieurs, dans 20 minutes, le délai convenu entre monsieur Phileas Fogg et nous sera expiré. » « À quelle heure est arrivé le dernier train de Liverpool » demanda Thomas Flanagan. « À 7h23, répondit Gauthier Rolfe. « Et le train suivant n'arrive qu'à minuit 10. »« Eh bien, messieurs, reprit Andrew Stuart, si Phileas Fogg était arrivé par le train de 7h23, il serait déjà ici. Nous pouvons donc considérer le pari
comme gagné. Attendons, ne nous prononçons pas, répondit Samuel Fallentin. Vous voyez que notre collègue est un excentrique de premier ordre. Son exactitude en tout est bien connue. Il n'arrive jamais ni trop tard ni trop tôt, et il apparaîtrait ici à la dernière minute que je ne serais pas autrement surpris. Et moi, dit Andrew Stuart, qui était comme toujours très nerveux, je le verrai que je n'y croirai pas. En effet, reprit Thomas Flanagan, le projet de Phileas Fogg était insensé. Quelle que fût son exactitude, il ne pouvait empêcher des retards inévitables de se produire, et un retard de 2 ou 3 jours seulement suffisait à compromettre son voyage. Vous remarquerez d'ailleurs, ajouta John Sullivan, que nous n'avons reçu aucune nouvelle de notre collègue, et cependant, les fils télégraphiques ne manquaient pas sur son itinéraire. Il a perdu, messieurs, reprit Andrew Stuart. Il a 100 fois perdu. Vous savez d'ailleurs que le China, le seul paquebot de New York qu'il put prendre pour venir à Liverpool en temps utile, est arrivé hier. Or, voici la liste des passagers publiée par la Shipping Gazette, et le nom de Phileas Fogg n'y figure pas. En admettant les chances les plus favorables, notre collègue est à peine en Amérique. J'estime à 20 jours au moins le retour qu'il subira sur la date convenue, et le vieux Lord Abermale en sera lui aussi pour ses 5000 livres. C'est évident, répondit Gauthier Rolfe. Et demain nous n'aurons qu'à présenter chez Baring Frères le chèque de Monsieur Fogg. En ce moment, l'horloge du salon sonna 8h40. Encore 5 minutes, dit Andrew Stuart. Les 5 collègues se regardaient. On peut croire que les battements de leur cœur avaient subi une légère accélération, car enfin, même pour de beaux joueurs, la partie était forte. Mais ils n'en voulaient rien laisser paraître, car, sur la proposition de Samuel Fallentin, ils prirent place à une table de jeu. « Je ne donnerai pas ma part de 4000 livres dans le pari, dit Andrew Stuart en s'asseyant, quand même on m'en offrirait 3999. » L'aiguille marquait, en ce moment, 8h42. Les joueurs avaient pris les cartes, mais, à chaque instant, leur regard se fixait sur l'horloge. On peut affirmer que, quelle que fût leur sécurité, jamais minute ne leur avait paru si longue. 8h43, dit Thomas Flanagan en coupant le jeu que lui présentait Gauthier Rolfe. Puis, un moment de silence se fit. Le vaste salon du club était tranquille, mais, au dehors, on entendait le brouhaha de la foule que dominaient parfois des cris aigus. Le balancier de l'horloge battait la seconde avec une régularité mathématique. Chaque joueur pouvait compter les divisions sexagésimales qui frappaient son oreille. 8h44, dit John Sullivan d'une voix dans laquelle on sentait une émotion involontaire. Plus qu'une minute et le pari était gagné. Andrew Stuart et ses collègues ne jouaient plus. Ils avaient abandonné les cartes, ils comptaient les secondes. À la 40e seconde, rien. À la 50e, rien encore. À la 55e, on entendit comme un tonnerre au dehors, des applaudissements, des hurrahs et même des imprécations qui se propagèrent dans un roulement continu. Les joueurs se levèrent. À la 57e seconde, la porte du salon s'ouvrit et le balancier n'avait pas battu la 60e seconde que Phileas Fogg apparaissait, suivi d'une foule en délire qui avait forcé l'entrée du club, et de sa voix calme, « Me voici, messieurs », disait-il.
Phileas Fogg en personne. On se rappelle qu'à 8h05 du soir, 25 heures environ après l'arrivée des voyageurs à Londres, Passepartout avait été chargé par son maître de prévenir le révérend Samuel Wilson au sujet d'un certain mariage qui devait se conclure le lendemain même. Passepartout était donc parti enchanté. Il se rendit d'un pas rapide à la demeure du révérend Samuel Wilson, qui n'était pas encore rentré. Naturellement, Passepartout attendit, mais il attendit 20 bonnes minutes au moins. Bref, il était 8h35 quand il sortit de la maison du révérend. Mais dans quel état ? Les cheveux en désordre, sans chapeau, courant comme on n'a jamais vu courir de mémoire d'homme, renversant les passants, se précipitant comme une trombe sur les trottoirs. En 3 minutes, il était de retour à la maison de Savile Row et il tombait essoufflé dans la chambre de Monsieur Fogg. Il ne pouvait parler. « Qu'y a-t-il » demanda Monsieur Fogg. « Mon maître » balbutia Passepartout. « Mariage ! Impossible !»« Impossible ? Impossible ! Pour demain !»« Pourquoi ? Parce que demain, c'est dimanche. »« Lundi ?» répondit Monsieur Fogg. « Non, aujourd'hui, samedi. »« Samedi ? Impossible !»« Si !» s'écria Passepartout. « Vous vous êtes trompé d'un jour. Nous sommes arrivés 24 heures en avance. Mais il ne reste plus que 10 minutes. » Passepartout avait saisi son maître au collet et il l'entraînait avec une force irrésistible. Phileas Fogg, ainsi enlevé, sans avoir le temps de réfléchir, quitta sa chambre, quitta sa maison, sauta dans un cab, promit 100 livres au cocher et, après avoir écrasé 2 chiens et accroché 5 voitures, il arriva au Reform Club. L'horloge marquait 8h45 quand il parut dans le grand salon. Phileas Fogg avait accompli ce tour du monde en 80 jours. Phileas Fogg avait gagné son pari de 20 000 livres. Et maintenant, comment un homme si exact, si méticuleux avait-il pu commettre cette erreur de jour ? Comment se croyait-il au samedi soir, 21 décembre, quand il débarqua à Londres alors qu'il n'était qu'au vendredi 20 décembre, 79 jours seulement après son départ ? Voici la raison de cette erreur. Elle est fort simple. Phileas Fogg avait, sans s'en douter, gagné 1 jour sur son itinéraire, et cela uniquement parce qu'il avait fait le tour du monde en allant vers l'Est. Et il eût, au contraire, perdu ce jour en allant en sens inverse, soit vers l'Ouest. En effet, en marchant vers l'Est, Phileas Fogg allait au-devant du soleil, et, par conséquent, les jours diminuaient pour lui d'autant de fois 4 minutes qu'il franchissait de degrés dans cette direction. Or, on compte 360 degrés sur la circonférence terrestre, et ces 360 degrés, multipliés par 4 minutes, donnent précisément 24 heures, c'est-à-dire ce jour inconsciemment gagné. En d'autres termes, pendant que Phileas Fogg, marchant vers l'Est, voyait le soleil passer 80 fois au méridien, ses collègues restés à Londres ne le voyaient passer que 79 fois. C'est pourquoi, ce jour-là même, qui était le samedi et non le dimanche, comme le croyait M. Fogg, ceux-ci l'attendaient dans le salon du Reform Club. Et c'est ce que la fameuse montre de Passepartout, qui avait toujours conservé l'heure de Londres, eût constaté si, en même temps que les minutes et les heures, elle eût marqué les jours. Phileas Fogg avait donc gagné les 20 000 livres. Mais comme il en avait dépensé en route environ 19 000, le résultat pécuniaire était médiocre. Toutefois, on l'a dit, l'excentrique gentleman n'avait, en ce pari, cherché que la lutte, non la fortune. Et même, les 1000 livres restants, il les partagea entre l'honnête Passepartout et le malheureux Fix, auquel il était incapable d'en vouloir.
Seulement, et pour la régularité, il retint à son serviteur le prix des 1920 heures de gaz dépensées par sa faute. Ce soir-là même, M. Fogg, aussi impassible, aussi flegmatique, disait à Mrs. Aouda « Ce mariage vous convient-il toujours, madame ?» « Monsieur Fogg, répondit Mrs. Aouda, c'est à moi de vous faire cette question. Vous étiez ruiné, vous voici riche. » « Pardonnez-moi, madame, cette fortune vous appartient. Si vous n'aviez pas eu la pensée de ce mariage, mon domestique ne serait pas allé chez le révérend Samuel Wilson. Je n'aurais pas été averti de mon erreur, et... »« Cher monsieur Fogg, dit la jeune femme. « Chère Aouda, répondit Phileas Fogg. On comprend bien que le mariage se fit 48 heures plus tard, et Passepartout, superbe, resplendissant, éblouissant, y figura comme témoin de la jeune femme. Ne l'avait-il pas sauvée? Et ne lui devait-on pas cet honneur? Seulement, le lendemain, dès l'aube, Passepartout frappait avec fracas à la porte de son maître. La porte s'ouvrit, et l'impassible gentleman parut. « Qu'y a-t-il, Passepartout ?»« Ce qu'il y a, monsieur! Il y a que je viens d'apprendre à l'instant. »« Quoi donc ?»« Que nous pouvions faire le tour du monde en 78 jours seulement. »« Sans doute, répondit M. Fogg, en ne traversant pas l'Inde. Mais si je n'avais pas traversé l'Inde, je n'aurais pas sauvé Mrs. Aouda. Elle ne serait pas ma femme, et M. Fogg ferma tranquillement la porte. Ainsi donc, Phileas Fogg avait gagné son pari. Il avait accompli en 80 jours ce voyage autour du monde. Il avait employé pour ce faire tous les moyens de transport, paquebots, railways, voitures, yachts, bâtiments de commerce, traîneaux, éléphants. L'excentrique gentleman avait déployé dans cette affaire ses merveilleuses qualités de sang-froid et d'exactitude. Mais après, qu'avait-il gagné à ce déplacement? Qu'avait-il rapporté de ce voyage? Rien, dira-t-on? Rien, soit. Si ce n'est une charmante femme, qui, quelque invraisemblable que cela puisse paraître, le rendit le plus heureux des hommes. En vérité, ne ferait-on pas, pour moins que cela, le tour du monde? C'était Le Tour du monde en 80 jours, un roman de Jules Verne. Je vous invite à vous abonner et à partager la chaîne autour de vous si mon travail vous plaît. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour une nouvelle aube des songes.